Bonjour à tous. Je remercie aux organisatrices de m'avoir invité pour présenter cette étude. Cette étude qui a été menée dans le cadre du projet Agroécologie Transsect, piloté par Bertrand Dumont. L'étude porte sur une analyse des effets de l'agroécologie sur la biodiversité et l'atténuation du changement climatique en Europe. Les résultats ont été publiés cet été, comme a dit Marie, dans Agriculture, Ecosystems and Environment. Et je commence. Alors, pourquoi étudier cette thématique? Donc, tout d'abord, les pratiques agricoles actuelles contribuent à la dégradation de l'environnement. Je pense que tout le monde ici est au courant de ça. Et quand on parle de dégradation de l'environnement, on parle de biodiversité. Sans ignorer aussi les effets du changement climatique, qui sont deux processus quand même qui sont assez interliés, interconnectés. La dégradation de la biodiversité peut contribuer aux effets du changement climatique et à l'inverse, le changement climatique peut impacter la biodiversité. Et excusez-moi deux secondes, j'arrive. Pardon. Euh, L'idée est de regarder les effets de l'agroécologie sur est-ce qu'elles peuvent aider à atténuer la perte de la biodiversité ou le changement climatique, vu que l'agroécologie, les principes sont basés sur des principes qui visent à optimiser les processus écologiques et à promouvoir les services écosystémiques. Et l'idée de regarder les effets des pratiques agricoles, disons durables ou alternatives, en tout cas ceux conventionnels, sur la biodiversité et sur le changement climatique n'est pas nouvelle. Là, je vous liste quelques études qui ont été menées, quelques méta-analyses qui montrent des effets de certaines pratiques et qui montrent aussi, ils ont tendance à montrer un effet positif plutôt de ces pratiques qui sont plutôt liées à l'agroécologie sur la biodiversité ou l'atténuation du changement climatique. Ce qui manquait par contre, c'était une synthèse des effets en utilisant l'agroécologie comme cadre de référence. Donc, pour cela, on avait comme objectif de récolter des données issues de la littérature scientifique sur les effets des interventions agroécologiques sur la biodiversité et les variables d'atténuation du changement climatique en Europe, pour ensuite réaliser une méta-analyse pour évaluer l'ampleur de ces effets tout en tenant compte des influences potentielles des facteurs suivants. Donc, les groupes fonctionnels, quand je parle de groupes fonctionnels, c'est-à-dire ce sont des groupes d'organismes qui ont la même fonction ou une fonction similaire dans un écosystème, comme les pollinisateurs, les prédateurs, etc. Type d'utilisation des terres agricoles, là, ce que j'entends, c'est par exemple, on a des vergers et on différencie les vergers avec les prairies les grandes cultures. Et ensuite, j'ai noté ici type de transition agroécologique. Donc, je vais expliquer ça, ce que je veux dire par ça plus tard. Il suffit juste de le tenir en tête maintenant. Et je voudrais peut-être dire aussi un mot sur la méta-analyse parce que je sais qu'il y a quelques personnes peut-être ici qui ne sont pas chercheurs, qui ne sont pas peut-être à point sur ces outils de statistiques. Une méta-analyse, ça sert à calculer ou estimer un effet moyen à la base d'études déjà publiées, en fait, grosso modo, pour faire très vite. Et alors, le premier, disons, pas forcément un problème, mais la première difficulté rencontrée dans ce travail, c'était de définir ce que c'est l'agroécologie et ce qu'on entend par un effet de l'agroécologie. Parce que, alors, vous êtes tous assez familiers donc, avec l'agriculture biologique. Et l'agroécologie se différencie aussi avec l'agriculture biologique par le fait qu'il n'y a pas vraiment, il y a moins de règles, disons entre guillemets. Dans l'agriculture biologique, on se coche souvent des cases pour, par exemple, obtenir un certificat bio.
Et il n'y a pas ce même cadre dans l'agroécologie. Et donc, bah, justement, il y avait besoin d'établir un cadre pour identifier ce que c'est une pratique agroécologique. Donc, l'agroécologie, selon une étude menée en 2019 par un panel d'experts de l'FAO, se définit par un ensemble de principes. Donc, ils en ont identifié 13 en tout. Et ces principes s'appliquent à différentes échelles ou à plusieurs échelles. Donc, vous les voyez ici à droite. Il y a des principes qui sont plutôt donc liés à l'échelle du système alimentaire et d'autres plutôt au système, au agroécosystème. Et parmi ces principes, on voit la présence donc de la biodiversité. Le changement climatique ne figure pas comme un principe de l'agroécologie, mais on voit qu'il y a certains autres principes qui sont quand même assez liés à ce phénomène, notamment le recyclage, réduction des intrants et soil health, la santé du sol. Donc du coup, ces principes nous permettent d'identifier donc des pratiques et ce qu'on appelait dans notre étude des interventions agroécologiques. Donc, cette utilisation de ce terme intervention, c'était surtout pour pouvoir inclure la notion des systèmes et aussi des pratiques, donc qui sont liées à l'agroécologie. Et pour identifier ces interventions, nous avons utilisé un autre cadre. Donc, celui-là, c'est le cadre des niveaux de changement du système alimentaire de Gliessman. Donc, c'est le cadre que vous voyez à votre droite, qui est basé sur un autre cadre, entre guillemets. Donc, Efficiency Input Substitution Redesign, le cadre ESCR développé dans les années 80. Et on peut le considérer comme un cadre de transition agroécologique où on va du niveau zéro, donc où il n'y a pas d'agroécologie dans le système, jusqu'au niveau 5, donc où l'agroécologie est présente dans tout le globe, partout dans le monde. Nous, on va s'intéresser seulement au niveau agroécosystème parce que on s'est dit que le système alimentaire, ça allait un peu trop loin, ça allait être un peu trop compliqué. Et donc, on a essayé de caser des interventions dans les différentes études. Parmi ces quatre ou trois niveaux, en fait, on s'est dit que c'était difficile à différencier entre le niveau 0 et le niveau 1, parce que le niveau 1, c'est la euh, l'efficiency, pas d'efficience, mais l'efficacité d'utilisation des intrants, où l'idée, donc, c'est de maximiser la production tout en réduisant les intrants. Et puis après, niveau 2, on a la substitution des intrants. Donc ça, c'est ce qu'on observe typiquement dans l'agriculture biologique, où par exemple, on substitue la fertilisation minérale avec celle organique. Et niveau 3, ou le niveau de reconception de l'agroécosystème. Donc, maintenant qu'on a ces niveaux-là, il fallait dire c'est quoi, quand est-ce qu'on est assez agroécologique, entre guillemets. Quand est-ce qu'on peut considérer qu'une intervention est agroécologique. Alors nous, c'est vraiment basé pas sur grand-chose, mais plutôt sur, il fallait fallait décider, fallait faire ouais, fallait mettre le curseur quelque part, et on s'est dit que niveau 3, donc c'était agroécologique, et niveau 2, s'ils avaient une approche système, pouvait être aussi considéré comme agroécologique. Ce que j'entends par ça, c'est les niveaux système, c'est qu'on ne considère pas seulement une pratique, mais différentes pratiques qui a un sens dans un système. Donc voilà, maintenant on a nos interventions agroécologiques. On peut donc les comparer aux interventions conventionnelles, mais aussi on peut comparer différents types d'interventions qui peuvent être considérées comme agroécologiques, vu qu'on a les deux niveaux, niveau 2 et niveau 3, ce qui nous donne des groupes de transition agroécologique, disons. Donc on compare les conventionnels avec le niveau 2 ou le conventionnel avec le niveau 3. Bon, j'espère que c'est assez clair. Juste pour vous aider un peu à comprendre cette distinction entre les niveaux, là, je vous donne quelques exemples. Alors là, j'ai mis bio au niveau 2, mais en fait, on peut aussi trouver bio au niveau 3. Ça dépend. J'ai surtout mis au niveau 2 parce que ce qu'on observait dans les études, c'est qu'il y avait souvent des comparaisons bio-non bio qui étaient basées sur l'utilisation de pesticides ou non, par exemple.
ou sur le fertile minéral ou organique. Bon, je passe à cette diapo pour aller tout de suite dans alors, la stratégie de la méta-analyse. Je vais pas trop m'attarder là-dessus non plus. Je pense que ça vous intéresse pas tellement non plus la méthode, mais juste pour vous donner une idée de comment j'ai obtenu ces données et qu'est-ce que j'en ai fait avec. Donc maintenant qu'on a une idée de ce qu'on cherche, donc les interventions agroécologiques, les effets sur la biodiversité et l'atténuation des changements climatiques. Donc ici, je donne seulement l'exemple pour la biodiversité. On définit nos mots-clés qu'on trouve ici. À la base de ces mots-clés, on lance la requête dans les différentes bases de données. Ici, on avait utilisé Scopus et Web of Science. Une fois que ça s'était fait, on a eu 13 262 résultats, donc ça faisait quand même beaucoup. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser un outil basé sur l'intelligence artificielle qui trie les articles pour me proposer les plus pertinents, ce qui fait que ça accélère la sélection des articles. Et donc, les articles, ils sont tous lus au niveau du résumé pour décider si, ils conviennent à notre étude. Donc, à la base de cette sélection, 1261 études ont été retenues. Après, celles-ci ont été sélectionnées sur la base de le texte intégral. Donc, on a regardé le texte entier pour voir si c'était pertinentes. Celles qui l'étaient ont été retenues. Donc, les études primaires ici, 123 en tout. Et les méta-analyses qu'on a trouvées parmi ces études, on les a utilisées pour modifier ou améliorer la requête, pour trouver des études qui manquaient. Et tout ça fait, après, on a retiré les données pour effectuer la méta-analyse. Donc, ces études, 123 ont des données sur la biodiversité et 72 sur l'atténuation du changement climatique. Et la plupart des études ont été menées en Europe centrale et dans la région méditerranéenne. Donc, on a un gros trou dans l'Europe de l'Est, comme vous voyez ici. Maintenant, les résultats. Donc, quelques clés pour y comprendre ce qui est affiché ici. Donc, les symboles représentent des tailles d'effet moyennes. Donc, positif si c'est à droite de cette ligne verticale qui représente l'effet zéro, et négatif si c'est à gauche, pour l'effet de l'agroécologie sur les variables. Il y a des tailles d'erreur associées, des intervalles d'erreur associés à ces moyennes, donc des intervalles de confiance de 95%. Si elles dépassent la ligne verticale, on considère que l'effet n'est pas significatif. Si elle ne dépasse pas, elle est significative. On a aussi des chiffres ici, donc, qui représentent les nombres de tailles d'effets obtenus dans l'étude pour calculer la moyenne. Et puis, entre guillemets, on a les études, le nombre d'études. Donc, par exemple, ici, 299 effets ont été extraits de 35 études pour calculer cette moyenne. Ici, on a des lettres qui représentent des résultats de comparaison de moyenne. Donc, si la lettre est différente, ça veut dire que l'effet est significativement différent, par exemple ici, entre le protoxyde d'azote et le CO2 pour ces variables. Une note pour aussi sur la partie atténuation du changement climatique. Là, on a l'effet de l'agroécologie sur le stockage de carbone, mais ici, c'est l'effet sur l'atténuation des gaz à effet de serre. Donc, c'est pas l'effet c'est pas la quantité de gaz à effet de serre émis, par exemple. C'est si l'effet est positif, ça veut dire que l'agroécologie a un effet positif sur l'atténuation de ce gaz. Donc, c'est une bonne chose. Donc, on a un effet positif des interventions agroécologiques sur la biodiversité et l'atténuation du changement climatique, comme on voit ici par cette variable all, donc toutes variables confondues. Et les effets sont positifs pour tous les groupes fonctionnels ici. Donc, microdex et microdécomposeurs et macrodécomposeurs ici. Puis pour l'atténuation du changement climatique, donc l'effet est positif pour le stockage de carbone et l'N2O, et pas significatif pour les deux autres variables. Et par contre, on voit un effet quand même, sur le CO2 qui est significativement différent que sur le N2O et le carbone, et qui tend à être aussi négatif. Ça nous a plutôt, ça nous a interpellé.
Et on pense que c'est lié aussi à ces résultats-là. Donc, je m'explique. C'est dû à un processus de respiration du sol, car ces études qui ont regardé les émissions de CO2 ont surtout regardé les émissions du sol. Et vu que les interventions agroécologiques augmentent le carbone organique dans le sol, ça a un effet après sur les décomposeurs et sur l'activité des décomposeurs, et ça amène à une augmentation de l'activité et du coup de la respiration du sol et des émissions de CO2 et à cette respiration. Donc, ce qui est cohérent avec les résultats qu'on a obtenus. Donc, du coup, cette augmentation en CO2, c'est pas forcément négatif, pas forcément une mauvaise chose parce qu'on n'a pas en fait le bilan carbone, on n'a pas l'image, l'histoire totale. Il faudrait vraiment avoir le bilan carbone pour savoir si, s'il y a un effet négatif ou positif. Vu que ce CO2 qui est relargué, c'est dû certainement à une augmentation du carbone organique dans le sol. Alors, après, on regarde les types d'utilisation des terres agricoles. On avait quatre catégories. Donc, les vergers, système de maraîchage, prairies et grandes cultures. Pour la biodiversité, les effets étaient positifs pour tous les types toutes les variables sauf maraîchage. Et pour l'atténuation du changement climatique, c'était positif seulement pour les grandes cultures. Après, ça peut être aussi dû au faible nombre de tailles d'effets ou d'études obtenues pour les autres catégories. Donc, par exemple, 50 tailles d'effets, ça fait quand même assez peu pour calculer une moyenne, et surtout quand on compare aux 172 qui ont été utilisés pour les grandes cultures. Euh, D'accord, bon, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ça. Pour les types de transition agroécologique, donc tous les types de transition sont positifs pour la biodiversité. Et pour l'atténuation du changement climatique, tous les types sauf le SS'. Donc SS', c'est la transition entre deux systèmes, disons, au niveau 2, mais un qui est un peu plus agroécologique que l'autre. Et après, on n'a observé aucune différence dans l'ampleur des effets entre les types de transition. Donc, ce qu'on pouvait imaginer, c'était que si on basculait du niveau 0 au niveau 3, comme donc le CR, donc du conventionnel à la reconception, on pourrait peut-être avoir un effet plus positif sur la biodiversité que si on basculait c'est un système conventionnel à un système niveau 2, substitution des intrants. Mais on n'a pas observé ça. C'est peut-être aussi dû, il faudrait peut-être aussi plus de données, mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont en jeu, comme le type de pratique qu'on regarde. Ça peut avoir aussi un effet sur la taille d'effet. Et aussi, on a montré tout à l'heure que, par exemple, le système maraîchage, on dirait qu'on avait un peu moins d'effet que dans d'autres systèmes. Donc, il y a peut-être aussi des interactions qui peuvent masquer cet effet si elle existe. Donc, dernière analyse, c'est celle conjointe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les études qui avaient des données pour la biodiversité et aussi pour l'atténuation du changement climatique. Et on les a donc, donc placés sur un. Là, vous voyez, ils ont été, on dire, plotted, mis sur un schéma. Et pour ensuite calculer aussi une moyenne qui démontre donc qu'on n'avait pas vraiment on n'avait pas de compromis. On avait plutôt un système, situation gagnant-gagnant, où on avait un effet positif pour la biodiversité et l'atténuation du changement climatique parmi ces études. On a quelques situations de compromis ici, avec une baisse de l'atténuation du changement climatique, avec une augmentation de la biodiversité. Mais ça, c'est aussi quand même pas mal tiré par deux études qui ont été faites sur le CO2. Et donc, comme on l'a montré avant, ils avaient aussi regardé la biodiversité du sol, donc ils avaient trouvé une augmentation de respiration avec une augmentation de l'activité microbienne. Donc ça peut tirer la moyenne aussi vers la gauche. Donc je finis avec ces deux diapos, commençant par donc les gaps, les research gaps, donc les lacunes dans la littérature.
On a trouvé une manque d'études identifiant et définissant un système comme agroécologique lors de l'étude des effets sur la biodiversité et l'atténuation du changement climatique. C'est-à-dire que ces études qu'on a trouvées, ils utilisaient d'autres termes, peut-être bio, peut-être ils se focalisaient sur les pratiques, etc. Mais ils n'employaient pas le terme agroécologie. Davantage d'études menées en Europe de l'Est sont nécessaires. Davantage d'études sont nécessaires sur les effets de l'agroécologie sur la biodiversité dans les systèmes de maraîchage horticole. Il y avait aussi un manque d'études empiriques sur les effets de l'atténuation du changement climatique dans les systèmes horticoles et prairiaux. Donc ça, c'était un peu dommage parce qu'on espérait, on pensait trouver plus d'exemples d'effets sur les émissions de méthane, par exemple, dans les systèmes euh, d'élevage. Mais ça ne fut pas le cas. Davantage d'études empiriques présentant un bilan complet du carbone sont aussi nécessaires. Donc ça, j'en ai déjà quand même pas mal, j'en ai déjà pas mal parlé. Et il y avait aussi un manque de données concernant les effets de l'agroécologie sur l'N2O et le CH4. Alors pour conclure, donc, il y a des études menées en Europe pour montrer un effet globalement positif des interventions agroécologiques sur la biodiversité et l'atténuation du changement climatique. La biodiversité de tous les groupes fonctionnels étudiés a bénéficié de l'agroécologie. Des avantages ont été constatés pour le stockage du carbone et les émissions de N2O, mais pas pour les émissions de CH4 et CO2. Une augmentation régulière de la biodiversité et des variables d'atténuation du changement climatique a été observée tout au long d'un gradient de transition agroécologique. Merci de votre attention.